Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Prolongation donc dans les grandes gueules de ce matin. Jean-Paul Sarr pour le commun des Guinéens. Ce nom évoque d'abord les années agricoles du général Lansana Conté, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de l'Environnement et des Eaux et Forêts. Il a connu la plus grande longévité à la tête du département depuis la Révolution. Aux côtés du Séné Samo, il a conduit les politiques agricoles du pays pendant 11 années, des années de performance en lien avec des programmes comme les vulgarisateurs, mais aussi de flop en référence à ces polémiques nées de sa gestion du secteur agricole. On se pose ces questions. Qu'est-ce qui explique sa longévité à la tête du département de l'agriculture? Quels sont les principaux acquis des programmes qu'il a pilotés? Comment lit-il l'actualité politique du pays, lui qui est aussi un politique? Jean-Paul Sarr nous fait l'honneur de prendre la parole ce matin dans les grandes gueules. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci de vous approcher du micro, aider pour le micro. Voilà. Parfait. Donc je disais merci d'accepter de prendre la parole chez nous ce matin. Oui. Le premier à ouvrir cette interview, ça va être notre cher Jacques Léwa. Bienvenue donc, monsieur le ministre, dans cette émission. On va parler agriculture. Vous êtes ingénieur agronome et puis vous avez eu, bien entendu, on va dire le privilège d'être aux côtés du président Lansana Conté presque jusqu'à sa mort. À partir de 96, vous êtes arrivé au gouvernement. On va commencer par là. Les questions politiques viendront après, mais on va commencer par là. Comment vous expliquez cette longévité ? Aussi bien au sein du gouvernement, mais vous avez le record surtout de rester aussi longtemps à un seul département jusqu'en 2006, si mes souvenirs sont bons. Comment vous expliquez cela? Je vous remercie pour la question et je salue les grandes gueules. Merci. Tout ce que vous faites. Et je suis un adepte des médias. Pourquoi? Parce que sans les médias, tout ce qu'on fait ne peut pas être connu. Bien sûr. Et c'est pourquoi il est important de vous donner la place que vous méritez. J'ai demandé à ce qu'une feuille me soit remise sur le canevas de mon intervention. D'accord. On va faire un peu d'effort. Merci. Alors, ça va? Ça va maintenant. Ok. Vous posez la question de savoir pourquoi cette longévité. Vous savez, c'est une question de conviction. Quand vous aimez quelque chose, vous réussissez toujours. Alors, l'agriculture, c'est ma vie. Et quand le général Lansana Conté a estimé que je pouvais faire partie du gouvernement... Moussa, est-ce qu'on peut légèrement tirer son fauteuil vers le micro, voilà, pour nous permettre que ce soit dedans? C'est bon là? Voilà, c'est mieux. Ok, très bien. Alors, quand le président Conté m'a fait appel en 1996 pour faire partie de ce gouvernement, le premier ministre, c'est Sidia Touré. Tout de suite, les politiques sectorielles ont été enclenchées. Il fallait réfléchir la meilleure façon dont l'agriculture guinéenne, dans le concert des nations, pouvait faire sa place. Nous avons trouvé en 1996 la LPDA, lettre de politique de développement agricole, dans sa phase 1. Nous avons l'évalué, nous avons vu les points forts et les points faibles, et nous avons engagé la seconde phase de la LPDA. Pourquoi cette politique? Parce que, pour parler au nom du paysanat, il est important d'aller à la source. Nous avons donc monté une politique volontariste, participative. En quoi faisant? En allant à la source. De Yomo à Conakry. Partout, nous avons posé des questions sur ce que le paysan voudrait avoir. Alors, si vous pouvez nous aider, par exemple, lorsque vous arrivez en 1996, c'était d'une certaine façon un gouvernement qui venait pour répondre à un besoin.
il y avait une crise. Est-ce que vous pouvez nous dire, en 1996, quel était l'état des lieux que vous avez pu faire? Quelle était la santé de notre secteur agricole lorsque vous êtes arrivé? Quand je suis arrivé en 1996, il y avait déjà l'achèvement d'une première lettre de développement agricole. Nous avons fait le bilan de cette approche. Il y avait dans l'ensemble des points positifs. Parce que les ressources que nous avons trouvées, la politique que nous avons trouvée, les résultats que nous avons trouvés, nous avons estimé qu'il était important de tenir compte de cela et maintenant engager une deuxième phase. Ce n'était pas catastrophique quand on arrivait. Il y avait du positif qu'il fallait sauvegarder et appuyer ce qui était considéré un peu faible. Nous avons estimé qu'il fallait partir à la ressource, à la base. Donc, de Yomou à Conakry, nous avons engagé des entretiens avec les paysans. Au niveau des hameaux, sous-préfecture, préfecture, région. Ensuite, les régions se sont retrouvées à Conakry pour pouvoir monter une politique nationale de développement agricole. Et là, on a fait un premier draft que nous avons invité les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, l'Agence de développement française, ADF, etc., les BADEA et tout. Bref, tous les bailleurs qui concouraient au financement de l'agriculture guinéenne. Ce qui nous a permis, une fois que tout ce toilettage a été effectué, de tenir une politique consensuelle. Je l'ai dit en entame, il faut une politique volontariste, participative. Parce que vous ne réussirez jamais avec le paysan si vous venez de plaquer une politique où il ne se reconnaît pas. Donc, ce premier élément était acquis. Nous étions sûrs, avec les bailleurs de fonds, que ce que nous allons développer, ils vont nous accompagner parce qu'ils ont apporté leur correction de manière à ce que la politique puisse répondre parfaitement aux attentes. Nous avons donc présenté cette politique en Conseil des ministres, naturellement. Il y a eu débat et c'est à la suite de cela que cela a été adopté. Et quels ont été les résultats? Les résultats, je l'ai dit, positifs. Non. Oui, mais positif en termes de chiffres peut-être, si vous pouvez nous... En termes de chiffres, il est difficile. Jacques, si tu permets, si tu permets, je ne sais pas si vous avez toujours à l'esprit cela, vous bâtissez une politique, pour bâtir une politique, il y a cette phase diagnostique que vous avez évoquée. Tout à fait. Alors, j'ai envie de vous amener à faire un parallèle entre la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire à partir des constats de ce diagnostic-là, les constats qui ont été établis, par rapport à la situation d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Bon, aujourd'hui, c'est trop dire. C'est à partir de 96, au moment où moi j'arrivais. Les réalités sont-elles totalement différentes? Voilà. Quand j'arrivais, les réalités étaient là, n'est-ce pas? Il y avait des points positifs et des points négatifs. Mais nous nous sommes appesantis. Je reviens encore là-dessus. Pour bâtir la seconde phase, nous sommes allés demander à la base. Nous avons fait le terrain et finalement, avec les bailleurs, nous sommes tombés d'accord sur une seconde phase de la lettre de politique de développement agricole, LPDA 2. Mais vous n'avez pas d'idée de ce qui était, par exemple, la production avant 1996 et la production après la mise en place de votre politique. La production... Vous nous direz que c'est positif, d'accord, mais vous n'avez pas d'idée de la quantité. Mais il est... En matière de quantité, il se trouvait que j'avais trouvé que 500...
J'ai lu un article, si ça peut servir. Voilà. C'est une interview que vous avez accordée à un média international. Vous expliquiez que votre politique avait permis de constater une majoration de 5,9% au niveau de la production agricole nationale. Oui. Et puis, mais vous insistiez sur le fait que les besoins restaient les mêmes. Est-ce que les défis d'alors sont-ils aussi actuels en termes de comparaison, les défis auxquels vous faisiez face, est-ce que c'est les mêmes défis aujourd'hui que l'agriculture rencontre en Guinée? Tout à fait. Alors moi, clairement. Clairement, ce que moi je veux savoir, parce que depuis la Première République, on parle d'autosuffisance alimentaire. À cette période même, on nous disait encore que il y avait pas mal de résultats, il y avait de bons résultats. Mais au fur et à mesure, on a vu beaucoup d'argent dépensé, beaucoup de moyens mis à la disposition des agriculteurs, mais jamais on arrive à atteindre même à moitié cette autosuffisance alimentaire. C'est quoi le problème? Vous savez, on a d'abord un problème d'éducation de la masse paysanne. Nous sommes attelés à une meilleure compréhension de ce que nous voulons faire ensemble. On a un léger problème avec ce micro. Alors, Moussa, est-ce que tu peux légèrement le pousser, le micro? Voilà, on va voir comme ça. Ici, c'est bon? Soulevez un peu. Bon. Ça ira. On va faire avec. Allez-y. Voilà. Non, je disais que depuis la Première République, on parle d'autosuffisance alimentaire et ces dernières années, surtout ces 10 dernières années, il y a eu beaucoup de moyens qu'on a mis à la disposition des paysans, mais jamais, même à moitié, on n'a pu atteindre cette question d'autosuffisance alimentaire. Et je souhaitais savoir, c'est quoi le problème exactement? Vous savez, en milieu rural, nous avons investi dans la formation des acteurs, dans l'alphabétisation et la meilleure compréhension des enjeux du développement agricole. C'est pourquoi la lettre de politique de développement agricole, dans sa phase 2, a pu atteindre une croissance, n'est-ce pas, en jouant sur quoi? Sur les 4 régions naturelles. Il faut expliquer que les 4 régions naturelles, la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée, la Guinée forestière, ont des réalités climatiques claires. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une sorte de synergie, une sorte de locomotive en Guinée forestière, par exemple. C'est la Société guinéenne de palmiers à huile et EVA. Là, on a pu réaliser au niveau du paysanat des plantations paysannes et les plantations industrielles. Nous avons augmenté la capacité de transformation de l'EVA. L'EVA guinéen est très bien prisé sur le plan international. Ça nous a fait un acquis. Les paysans, n'est-ce pas, ont bénéficié de l'appui de la SOGIPA pour créer leur propre plantation d'EVA et de palmiers à huile. Nous avons donc fait l'usine de caoutchouc, l'usine l'huilerie, on a augmenté sa capacité. De 2 tonnes heure, on est passé à 10 tonnes heure. Ça a créé, n'est-ce pas, un engouement autour de cette action, à telle enseigne qu'en forêt, on a pu créer, vous pouvez le constater, une certaine émergence d'une couche de paysans leaders. En Haute-Guinée, la locomotive a été le coton vivrier. Le coton vivrier a permis, n'est-ce pas, aux paysans de la Haute-Guinée d'être autosuffisants individuellement, mais dans la zone, on a créé de la richesse au niveau de ces paysans. Vous vous rappelez du tonnage en ce moment-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est un projet qui est quasiment mort. Oui, c'est-à-dire quand on arrivait en 96 à... C'est le gouvernement Sidi Touré, ça? Oui. C'est le gouvernement Sidi Touré. C'est le gouvernement Sidi Touré. On arrivait en 96, le tonnage était de 9000 tonnes. En 96. De coton. En 3 ans, 96, 97, 98, 99, nous sommes passés à 47 000 tonnes de coton graine.
un plus, n'est-ce pas? Et comment le processus se faisait? Vous rachetiez avec les, alors, les planteurs? C'est-à-dire, on a initié les paysans à s'intéresser à la culture. Okay. Parce que quand on arrivait, il y avait beaucoup de disparités. De disparités et aussi beaucoup d'a priori. Parce qu'on disait que si tu travailles le coton, bon, tu vas être ceci, tu vas être cela. Nous avons pris le terrain et nous avons expliqué que c'est une richesse que vous laissez passer. Donc, nous avons expliqué qu'en produisant le coton, nous ajoutons le vivrier. Si tu travailles le riz, le mil, le sorgho, l'igname, tu as les mêmes avantages que le coton. Donc, ça a boosté la production. On était donc à près de 50 000 tonnes de coton, graines, en 99. En Moyenne-Guinée, la locomotive a été la pomme de terre dans les Timbi. La pomme de terre a permis, n'est-ce pas, une resurgence des paysans qui se suffisaient beaucoup plus, n'est-ce pas? C'est des milliers de tonnes qu'on a produit en pomme de terre. Alors, ça c'est la moyenne Guinée. Oui. C'est la moyenne Guinée. D'accord. J'arrive. Laissez-moi suivre mon rythme normal. Oui. La moyenne Guinée, non seulement il y a la pomme de terre, mais il y a l'horticulture, c'est-à-dire le maraîchage et la riziculture. Ensuite, en Basse-Guinée, c'est l'horticulture et la riziculture. De ces 4 régions naturelles. En Basse-Guinée, c'était Kindia, c'était quelle préfecture? C'est-à-dire, c'est la Basse-Guinée en général. D'accord. C'est-à-dire que ce soit Kindia, que ce soit Koya, que ce soit Forcaria, que ce soit n'importe quel lieu de la Basse-Guinée, n'est-ce pas? Nous avons développé la riziculture et l'horticulture, le maraîchage avec la moyenne Guinée. Tout ceci s'inscrit dans la politique de développement agricole. Ce n'est pas fait au hasard. Ensuite, la recherche-développement a été notre stratégie de développement. Recherche-développement parce que plus la vulgarisation. Les centres de recherche sont au niveau des 4 régions naturelles. Les centres semenciers, parce que j'ai vu sur votre papier, sont dans les 4 régions naturelles. Pourquoi les centres semenciers? Pour qualifier les semences. Parce qu'on ne peut pas parler de développement agricole sans les semences appropriées. Et Dieu a fait que nos centres de recherche ont pu mettre au point des cultures de courte durée, n'est-ce pas? 3 mois par exemple, pour le riz. On peut bien aller à ces aspects. La question de Ahmed concernait la question de l'autosuffisance alimentaire. Les aspects que vous présentez pour l'EVA en Guinée forestière, le coton en Haute-Guinée, ce sont des cultures d'exportation. Sur les cultures vivrières, qui portent l'autosuffisance alimentaire, justement, on voudrait en savoir plus. Sur les cultures vivrières, je vous dis que quand Sogipa est lancé, le riz aussi suit. Donc, les cultures vivrières parallèlement ont été développées. Mais par quel programme? Pourquoi on n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire? Parce que non, ça, sa question. on n'atteint pas j'arrive. Oui, monsieur le ministre, s'il vous permettez, moi je veux bien, je vais être le vilain petit canard du lot, mais je veux bien écouter votre bilan élogieux sur les années 98, etc. Je peux finir? Merci, mon Si vous pouvez finir sur cet aspect. Non, mais je voudrais juste... Non, mais c'est important quand même qu'on passe un peu à ça. Ahmed a dit quelque chose tout à l'heure qui est juste. On nous promet depuis 58 l'autosuffisance alimentaire. Or, il me semble que le rôle d'un ministre, que ce soit vous d'ailleurs qui avez duré, ou les autres ministres, c'est quand même la modernisation, l'outil.
la modernisation de l'agriculture. J'en veux pour preuve, et vous avez été ministre, donc vous savez ce que c'est, la politique agricole commune occidentale qui s'appelle la PAC, qui a développé à partir de 62, puisque notre indépendance date à peu près de là, vraiment une communauté de destin entre les agriculteurs et l'Europe. Ma question, elle est simple, ou j'en ai deux. Quelle trace aujourd'hui, effectif, qu'on pourrait voir sur le terrain de votre passage et de la modernisation dont vous nous montrez, vous nous vantez aujourd'hui les mérites. Moi, personnellement, je n'en vois pas, mais j'aimerais que vous nous en montriez au minimum un bout. Et puis la deuxième question, qui me paraît la plus importante, le monde agricole aujourd'hui est paupérisé. Et tout le monde le sait, on le constate. C'est vraiment un monde qui est à part, pas d'infrastructure développée pour qu'on puisse acheminer leur production, encore moins à l'international, n'en parlons pas. Nous sommes aujourd'hui un pays qui a 60-70%. La question, nous sommes un pays qui a 60-70% agricole. Or, 70% de nos paysans aujourd'hui n'arrivent pas tout simplement à bouffer, alors que vous êtes resté un des ministres les plus longs à occuper ce poste-là. Donc expliquez-moi ce paradoxe, si je vous prie. Écoutez, durant le temps que j'ai été ministre, jusqu'à mon départ en 2007, il n'y a pas d'autosuffisance sur l'ensemble du territoire. On n'y arrive pas comme ça. Mais on avait posé des jalons. En 99, je reviens là-dessus, avec le niveau de production des céréales, des tubercules, etc., n'est-ce pas? On avait réduit l'importation du riz. Nous importions 300 000 tonnes parce que la feuille de route que j'avais dans le gouvernement, c'est d'arrêter l'importation du riz à partir de l'année 2020. C'était ma feuille de route. Je me suis attelé. Et je vous ai expliqué la stratégie par laquelle... Vous importiez 300 000 tonnes et ensuite... Non, 300 000 tonnes importées. En 1999, nous avons produit 150 000 tonnes. Donc, on n'a importé que 150 000 tonnes de riz. Alors, il en est de même quand vous faites le schéma global. Moi, je dis simplement, notre approche a été une approche participative. Les paysans dont vous parlez aujourd'hui, durant le temps qu'on était là, vous pouvez regarder les statistiques, je n'ai pas tout en tête, mais il y avait un léger mieux, parce que le riz importé, n'est-ce pas, le sac de riz valait 25 000 francs. La production intérieure avait atteint près d'1 million de tonnes. Un riz, la modernisation de l'outil. 1 million de tonnes en riz paddy. Ensuite, allez-y. Pour les moyens de production, vous avez remarqué que le général... Monsieur le ministre, il y a un détail important qu'il faudrait que vous nous aidiez à comprendre. Oui. Vous dites que vous importiez 300 000 tonnes. Oui. Voilà, en 99. En 99, vous avez produit 150 000 tonnes. Oui. Et que vous n'aviez importé finalement que 150 000. Oui. J'ai un problème avec ça. Oui. Parce que souvent, l'importation, c'est la quantité... j'ai envie de dire, c'est la quantité non produite dont vous avez besoin. C'est la quantité complémentaire qu'on importe. Oui. Ce qui veut dire que si vous ne produisez que 150 000 tonnes, vous ne pouvez pas importer que 150 000 tonnes. Ça veut dire qu'il faut en importer plus. Non, vous n'avez pas compris. Oui. C'est-à-dire... Je l'explique peut-être, j'arrive pas bien à l'expliquer, mais c'est cela. 300 000 tonnes, voilà. On a l'habitude d'importer. Oui. En 99, nous avons produit 150 000 tonnes. Donc, de ces 300 000 tonnes... Ah d'accord, de ces 50... On a importé que 150 000 tonnes. Tu nous renvoies à ne rien. Alors, par rapport à la modernisation, monsieur. Mais avant la modernisation, quand ils ont pu faire ça, mais qu'est-ce qui explique aussi la chute de cette production au point qu'on en revienne encore à importer plus? Ce sont les questions de l'heure. Écoutez, mais c'est important qu'on finisse de revisiter l'histoire d'abord. Avant que nous quittions, n'est-ce pas, à partir de 2000, il vous souviendra qu'il y a eu l'agression qui a bloqué toute activité agricole sur le terrain.
Parce que les rebelles sont rentrés avec Gekedou, Kishidougou, ensuite Pamelap, etc. et tout. Cela a bloqué. Sinon, en 99, nous étions à 4,5% de croissance agricole. La croissance du pays était à 4%. La croissance démographique était à 3%. Alors, cela a freiné l'élan. Nous sommes repartis sur le terrain pour relancer les différentes activités agricoles. On a eu l'importation du matériel agricole, les tracteurs. On a développé la traction animale aussi. Et ça nous a permis d'accroître, n'est-ce pas, la superficie cultivée. Nous avons engagé des processus pour l'aménagement et la maîtrise de l'eau. Nous avons réalisé la maîtrise de l'eau au niveau des bas-fonds, etc. Ça a propulsé, n'est-ce pas, la production. Vous parlez d'aujourd'hui. Moi, je parle d'hier. D'accord. Monsieur le ministre, quelle trace non, ma question est très claire. Voilà. Quelle trace votre passage en termes de modernisation de l'agriculture, parce que c'est l'outil principal du développement, la modernisation. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Justement. Parce que je suppose que je suppose que vous avez envie de laisser une trace à la postérité, on est d'accord? Et on a effectivement laissé la trace. Parce que nous avons mis en place la Chambre d'agriculture, qui est l'interface. Le Conseil national des organisations paysannes, qui existe encore. Et la production, avant que nous nous quittions, n'est-ce pas, était assez appréciable. Je n'ai pas les chiffres en tête aujourd'hui ici, mais c'est que jusqu'en 2007, Allez-y. Jusqu'en 2007, au moment où je quittais, n'est-ce pas, la production intérieure était appréciable. Je n'ai pas les chiffres en tête. Voilà. Monsieur le ministre, moi je Antoine, on va aller. Avant d'aller avec le présent, l'histoire d'abord, et vous dites que la production a augmenté, la superficie également, et j'ai des chiffres avec moi. On dit que la Guinée a 6,2 millions d'hectares de terres arables, soit 50% exploités, soit une superficie cultivée de 3,3 millions d'hectares. La Guinée a 364 000 hectares de terres irrigables. Alors, en termes de superficie exploitée sous votre tutelle, est-ce qu'on peut avoir une idée? Nous avons effectivement aménagé ces terres cultivables pour la maîtrise de l'eau. L'ensemble ou... Que ce soit en Basse-Guinée, en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée, l'ensemble, nous avons pu aménager. Enfin, vous avez pu aménager toutes les terres cultivables Non, de Guinée? pas toutes les terres. Une partie de ces terres-là. Voilà. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, je n'ai pas les chiffres en tête aujourd'hui. D'accord. La politique nationale de l'agriculture, en fait, son objectif global, c'était de faire une agriculture moderne, durable et productive. Oui. Alors, qui veut parler d'agriculture moderne veut parler d'outillage, de l'énergie pour la transformation, des routes, parce que les développements passent par la route. Oui. Est-ce qu'à ce niveau, on peut dire qu'il y a eu des insuffisances, on n'a pas atteint cet objectif? On n'a pas atteint tous les objectifs, mais nous avons fait un léger mieux. Parce que quand nous prenons les pistes rurales, nous prenons les aménagements, la maîtrise d'eau, pour pouvoir faire 2 ou 3 cultures en, comment dirais-je, privilégiant la recherche-développement, qui était notre stratégie. Je l'ai dit à l'entame. Ça nous a permis progressivement, n'est-ce pas, de réduire notre dépendance. Ça ne veut pas dire qu'on a tout réglé. C'est-à-dire chaque étape, n'est-ce pas, a ses réalités. La question des tracteurs, pourquoi ils n'ont pas survécu, je vais dire comme ça, parce que ils n'ont pas été visibles. Oui, je peux vous dire que quand nous étions aux affaires, on a créé au niveau de chaque région naturelle des plateformes, c'est-à-dire des mécaniciens agricoles, à partir du centre de perfectionnement agricole de Sofonia. Nous avons formé les conducteurs, nous avons formé les mécaniciens, nous avons formé tout un ensemble de techniciens autour de ces tracteurs. Peut-être pour une, nous en avions combien? Et
Sur le plan national, on avait combien de tracteurs? On avait près d'une cinquantaine de tracteurs. Cinquantaine? Cinquantaine de... Assez petit pour la Pour Guinée. tout le pays. Non, pour tout le pays. C'est-à-dire que ce que nous avons importé. Vous avez écouté 50 Le gouvernement a tracteurs. importé 50 tracteurs. Pour les 50 différents pôles tracteurs. agricoles, peut-être. Hein, comment? Pour les différents pôles aménagés sur le territoire national. Tout à fait. Les 4 régions naturelles. Ça reste, Si c'est ça 50, reste si c'est- dérisoire. voilà, si c'est 50 tracteurs, je ne sais Ça pas comment reste vous pourriez dérisoire. atteindre Alors, vos moi, objectifs. non. Moussa, Non, on va l'écouter là-dessus. Ça reste dérisoire. Écoutez, quand je parle de 50 tracteurs, n'est-ce pas, c'est au fur et à mesure des années que nous avons suivies. Ce n'est pas tout d'un coup. Parce que ça a un coût et il faut amortir. Oui, mais on n'est pas en train Alors- de dire que 50 tracteurs, c'est beaucoup. On est en train Non, de dire... c'est-à-dire, c'est par étapes. Et sur 11 ans, 50 tracteurs. Non, je ne vous ai pas dit qu'en 11 ans, on a 50 tracteurs. D'accord. Je Alors, dis, c'est mais- pas... Oui, allez-y, monsieur le ministre. Allez-y. Monsieur le ministre, c'est quand même, il faut faire ce témoignage. Il y a eu beaucoup de ministres de l'Agriculture, même lorsque vous échangez avec certains d'entre eux, vous vous rendez compte qu'ils ont beaucoup d'estime pour vous. Et certains professionnels de l'agriculture, des agronomes, qui trouvent que, et il faut rendre cet hommage aux gens quand ils sont vivants, trouvent que vous avez réellement travaillé dans le fond des dossiers, mais également sur le terrain, dans ce secteur agricole. Et Sincèrement, c'est Moussa- important de vous rendre ce Et témoignage. Moussa, pour en rajouter, Ouais. avant ta question, nous, on l'a rencontré à son bureau, reconnu pour ses prouesses par l'État français. Français, ouais. Ah, absolument, on a vu tout ça. Fonctionnaire pour le Fonds des Nations Unies, FIDA. le Fonds international pour le développement Agricole. agricole, pour le PAM également, donc FIDA. Effectivement, ça Donc reste quelque chose. c'est vraiment important de faire cette parenthèse parce que très souvent ça n'intervient qu'à titre posthume. C'est ce qui est grave. Je pense que la question qui me taraude l'esprit, monsieur le ministre, c'est de savoir comment vous avez priorisé l'agriculture par rapport aux mines. La Guinée avait encore tous ces gisements de bauxite, on avait encore l'or, on avait encore le diamant, on avait encore Simandou. Pourquoi vous avez dit l'agriculture d'abord? L'agriculture d'abord parce que ça occupe 75% de nos populations. L'agriculture d'abord parce que qui n'arrive pas à se satisfaire sur le plan alimentaire reste, comment dirais-je, esclave des autres. Il faut produire suffisamment ce qu'on mange, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi on a priorisé l'agriculture. Et c'est des ressources renouvelables, n'est-ce pas? Et les mines, une fois tirées, c'est fini. C'est pourquoi le gouvernement a jugé utile de prioriser l'agriculture. Aujourd'hui, Alors, non, est-ce que vous avez l'impression que cette pyramide a été inversée? Écoutez, on a fait l'essentiel de nos efforts pour satisfaire l'autosuffisance alimentaire. On n'est pas parvenu et on ne peut pas parvenir tout d'un coup. Il faut du temps. Oui, il faut du temps, mais au regard de tout ce qui a été fait depuis ces années, Oui. même si vous ne le dites pas, moi je peux d'emblée affirmer que vous n'êtes pas à l'aise dans votre peau. Puisqu'aujourd'hui, des clémentines, on importe, des oranges, on importe, Des alors que ce n'est pas le sol, ce n'est pas le sol qui nous manque. Oui. On a tout ce qu'il faut. Ahmed, même pour des pouvoir- bananes. Même des bananes. Bananes. Vous Oui. ne trouvez pas que c'est grave Écoutez, qu'aujourd'hui qu'on en soit à importer tout cela? écoutez, chaque génération À sa mission. a sa mission. J'ai fait ma mission. Vous êtes dessus de cette génération actuelle? Non. J'ai dit, j'assume ma mission de ma génération. Quand vous dites que je ne suis pas bien dans ma peau, je suis très bien dans ma peau. Ah bon? Après tout ce combat et qu'on n'ait pas pu atteindre l'autosuffisance alimentaire, Vous avez oui, quand même eu la plus grande écoutez, longévité à ce département. L'autosuffisance alimentaire ne peut pas être atteinte de façon automatique. C'est une question de temps et beaucoup d'abnégation. Et il faut que les politiques accompagnent. mais vous ne pensez pas qu'on a pris du Et retard? les finances, comment? Vous ne pensez pas qu'on a pris du retard après toutes ces années-là? Naturellement, on n'a pas, c'est-à-dire on n'a pas suivi. pris, c'est-à-dire on n'a pas pris du retard par rapport à ce que nous avons réalisé. On a une feuille de route. Ce que nous devons faire, nous l'avons fait. Maintenant, c'est la suite. Vous dites la longévité à ce poste. Mais regardez les statistiques. Je n'ai pas ça en tête.
Mais quand vous regardez les statistiques, vous vous rendez à l'évidence que nous avons fait des efforts louables. Mais monsieur le ministre, si la Guinée était la Libye et que vous étiez ministre de l'Agriculture, on s'en serait sorti comment? La Libye, pourquoi la Libye? Oui, parce que c'est sec. Vous voyez les potentialités que nous avons en termes d'eau, en termes de ressources hydrauliques, en termes de ressources pédologiques. Les terres cultivables. Voilà, justement, voyez tout ça par comparaison aux prouesses que la Libye de Muammar Kadhafi a réussi à réaliser. Je me demande comment est-ce qu'on peut être fier quand même après avoir passé 11 ans à la tête du ministère de l'Agriculture. Oui. Est-ce que logiquement vous n'êtes pas le ministre le plus mal dans sa peau, pour reprendre l'expression de Ahmed ce matin? Écoutez. Non, pas parce que vous n'avez pas bien fait, mais parce que ça n'a pas suivi. On parle pas, on parle du... Écoutez, je vous ai parlé de la politique agricole. La politique agricole, je vous l'ai décrit comme une politique participative, n'est-ce pas, au niveau de... C'était très bien par ailleurs. Très bien. Alors, nous avons évolué d'année en année sur le terrain avec la vulgarisation, parce que je dois vous dire qu'au niveau de l'agriculture, n'est-ce pas, il y a la recherche, l'Institut de recherche agronomique de Guinée. Il y a la vulgarisation. Il y a les organisations paysannes, Conseil national des organisations paysannes. Nous avons l'interface qui est la Chambre d'agriculture, n'est-ce pas? Voilà, tout cet ensemble est en mouvement pour atteindre l'autosuffisance alimentaire dont vous parlez. Nous n'y sommes pas parvenus parce que c'est une question de temps. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ça va? On est en train de suivre ce que vous aviez entamé? Non. Ou alors on a stoppé net? Non. Quand nous avons quitté en 2007, nous avons laissé des bases. Il y avait une certaine mécanisation à un certain niveau. Nous avons aussi laissé des pistes, des aménagements de bas-fonds et les semences améliorées. Je rappelle que le Nerica, le nouveau riz pour l'Afrique, la Guinée est leader dans la distribution. Ça, c'est ce que vous avez laissé. Maintenant, si vous regardez aujourd'hui le secteur agricole, est-ce que vous vous dites qu'on est en train de progresser ou on est en train de reculer? Là, ça fait mal au cœur parce que je vous ai dit ce que nous avons laissé en héritage, en matière d'aménagement, en matière de pistes rurales, en matière de production céréalière, tubercule. Ensuite, des spéculations comme le coton, le café, le cacao, etc. et tout. Nous ne sommes pas heureux. C'est vrai. Parce que nous avons estimé, en quittant, cela devait se suivre, cela devait continuer. Mais cela n'a pas été le cas. Nous avons fait un constat amer de la situation, mais on ne pouvait plus rien. Votre avis sur la campagne agricole, l'initiative présidentielle pour l'agriculture? Vous avez suivi le président Alpha Condé quand il a appelé la journée paysanne, je pense du côté de Zéro-Corée. On a appris son amour pour le café Mercedes et également pour les pratiques d'insémination, mettre le bébé dans le ventre de la maman et tout ça. Comment vous avez analysé toute cette initiative présidentielle autour de l'agriculture? Écoutez, pardon. Je vous dis qu'en quittant en 2007, c'est quand j'ai vu après ce qui s'est développé par rapport à ce que nous avons laissé. D'abord, la majorité des tracteurs ont disparu. Et ensuite, les motoculteurs, les moissonneuses, batteuses et tout ça, ont disparu aussi, etc. On ne les retrouvait plus, puisque moi, je suis toujours sur le terrain. Et c'est ma vocation. On a été peiné. Par rapport à ce projet du président Alpha Condé, je ne me suis pas intéressé. Il ne vous a pas fait appel non plus? En aucun moment? Non. Au regard de toute l'expérience, jamais vous n'avez été approché par le professeur, ni par le ministère de l'Agriculture à l'époque? Non. D'accord. Jacques, on va tout à l'heure venir à vous. Il nous reste 6 minutes pour terminer cette interview.
on réfléchit à l'agriculture, au modèle d'agriculture qu'il faut aujourd'hui à la Guinée. Quand on voit que, en termes de cours d'eau, on est en train d'en perdre, Djiba a parlé de la vocation d'une politique agricole, une agriculture durable, qui prenne en compte les générations futures. Oui. Que faut-il aujourd'hui à l'agriculture guinéenne quand on sait, par exemple, que pour la Basse-Côte, elle est menacée du fait de l'exploitation minière et qu'à l'intérieur du pays, elle ne bénéficie pas d'assez de ressources. Quel type d'agriculture pour la Guinée? On a développé une lutte contre la déforestation. Toutes les forêts classées que nous avons laissées sont aujourd'hui agressées. Ensuite, les aménagements qu'on a eu à faire, il faut les entretenir régulièrement, sinon vous les perdez aussi. Alors, pour une agriculture durable, il faut commencer déjà par sauvegarder le couvert végétal. Ensuite, sauvegarder les aménagements pour la maîtrise de l'eau. Sauvegarder les centres semenciers, les services de vulgarisation, de manière à ce que nous puissions rebondir. Et la recherche doit être au centre de cette affaire. Justement, pour éviter trop de pesticides qui détruisent quand même nos terres. Hein. Voilà, c'est-à-dire que la recherche doit mettre au point des semences qui résistent au manque d'eau, qui résistent à l'agression, n'est-ce pas, la protection des végétaux. Et à ce moment-là, et réduire le cycle végétatif. Le cycle végétatif, 3 mois, n'est-ce pas, qui résiste à la sécheresse, mettre au point ces semences. C'est ce qu'il faut. Et accepter, n'est-ce pas, de reprendre l'aménagement des bas-fonds, l'aménagement des plaines, la maîtrise de l'eau et la lutte contre les ennemis des plantes. D'accord. Jacques Lewalidou. Jacques. Vous avez dit que vous êtes agriculteur et vous continuez d'ailleurs, vous avez une plantation. Oui. Monsieur le ministre, il y a quand même des critiques qui sont formulées contre vous et je voudrais vous les relayer ici. Nous aimerions entendre vos réponses. On nous apprend, puisque vous parlez de bas-fonds, qu'il y avait une politique pour l'aménagement des 1200 hectares de bas-fonds. Et une partie de ce projet aurait été détournée par vous et à votre compte. Vous l'avez fait finalement pour vous-même. Et l'autre critique qu'on formule contre vous, c'est par rapport aux tracteurs. J'avais insisté tout à l'heure sur le nombre, vous avez dit une 50aine. Il y a des tracteurs qui étaient destinés à certaines sous-préfectures. On parle de Kabak, qui est une terre agricole. On parle également de Madinagbe et de Kakosa. Ces tracteurs ne sont jamais arrivés. Quelle est votre part de vérité? Eh bien, je m'inscris en faux. La chance que j'ai eue durant le passage au ministère de l'Agriculture, j'étais très rare au bureau. J'étais beaucoup plus sur le terrain, parce que d'abord, je suis ingénieur agronome. Qu'est-ce qui s'est passé avec les 1200 hectares? Écoutez, vous me laissez expliquer. Allez-y. 1200 hectares, c'est un projet, n'est-ce pas, qui est piloté par un chef de projet, qui a rempli régulièrement sa tâche. Comprenez? Ceux qui disent qu'on a détourné, comment on peut détourner 1200 hectares? C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. C'est parce que je suivais chaque projet. Et les projets, c'est la matérialisation justement de la politique agricole. Il y a la politique, il y a la stratégie, il y a les plans d'action qui sont matérialisés par les projets. Donc, je suivais les projets sur le terrain. Si cela déplaît aux uns et aux autres, je m'inscris en faux. Parce que ce n'est ni dans ma culture, ni dans ma façon de faire. Le président Conté ne m'aurait pas gardé 11 ans si j'étais malhonnête, si je détournais. Les tracteurs, je les ai laissés en 2007 en place. Kabak a eu son tracteur. Kabak a reçu son tracteur. Partout où les tracteurs ont été affectés, je les ai accompagnés personnellement. Et jusqu'en 2007, quand je quittais, les tracteurs étaient en place.
ceux qui écrivent ça, c'est pour simplement dénigrer. D'accord. Je pense que votre réponse est assez claire. On ne peut pas vous laisser sans ça. Un mot sur la situation politique du pays, sur la transition. Vous avez suivi les premiers actes, vous avez suivi les annonces. Quelle appréciation, quelle lecture il est vous faites? vice-président du PUP. Absolument, c'est pourquoi je pose la question. Quelle lecture vous faites de tout ce qui a été fait et quelle devrait être la bonne transition pour la Guinée? Un vrai comtéiste. Je le revendique, je suis comtéiste jusqu'à ma mort. Vous avez dû être aux anges quand le colonel s'est rendu à Bantama. Oui, c'est-à-dire c'est un acte de reconnaissance qui nous est allé droit au cœur. Parce qu'on a estimé, durant tout le temps que le général a été insulté, manqué de respect, et que le colonel vienne lui rendre hommage. Une sorte de restauration. On a été très heureux. Par rapport à la transition, le Parti de l'Unité et du Progrès a pris acte. Parce que le Conseil national de rassemblement et de démocratie, n'est-ce pas, et de développement, nous sommes en phase. Parce que le Parti de l'Unité rassemble. Ce parti n'est pas un parti ethnique. C'est un parti national où tous les Guinéens se trouvent à l'aise. De la forêt jusqu'en Basse-Guinée. En forêt, nous avons 8 membres du BPN, plus un vice-président. En Haute-Guinée, nous avons 8 circonscriptions électorales, 8 membres du BPN avec un vice-président. En Moyenne-Guinée, nous avons 10 circonscriptions, 10 membres du BPN avec un vice-président. En Basse-Guinée, c'est une dame, honorable Haribo, qui est vice-président, avec 8 membres du bureau politique national. À Conakry, je suis le vice-président chargé de la zone spéciale de Conakry, inspecteur politique de Conakry. Moi, je crois que les premiers pas du CNRD sont assez encourageants. Et nous soutenons cette démarche de manière à nous sortir de cette situation. En tant que politique, nous regardons ça avec beaucoup d'attention. Et chaque fois que cela sera nécessaire, nous sommes disposés à accompagner le CNRD. On ne le dit pas de façon démagogique, mais c'est sincère ce que nous sommes en train de dire. Parfait. Jean-Paul Sarr, ancien ministre de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Élevage et des Eaux et Forêts. Il s'exprimait sur ses acquis, les acquis de la gouvernance à laquelle il a participé, mais aussi sur les défis actuels de l'agriculture guinéenne. Malheureusement, le temps nous faisant pression, nous sommes obligés de rendre l'antenne maintenant. Monsieur le ministre, on est vraiment très honoré de vous avoir reçu ce matin. Depuis l'école primaire, j'entends parler de vous. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a reçu ce matin. Merci d'être passé, monsieur le ministre. Voilà. Pardon, oui, vous disiez quelque chose tout à l'heure? Voilà, donc il disait qu'on pouvait causer, discuter hors antenne avec beaucoup de plaisir, monsieur le ministre. Merci à vous qui nous avez suivis depuis ce matin. C'était 3 heures bien remplies pour cette représentation des grandes gueules. Mohamed Diaby a permis que vous m'entendiez, Moussa Moïse et tous les autres. Demain, ce sera avec... Nous parlerons de plaques d'immatriculation, nous parlerons donc de la Direction nationale des transports terrestres, donc qui est rattaché au ministère des Transports. Et voilà, c'est un dossier important. Demain, donc, ce sont des sujets que l'on va coller à celui d'Amadou Djoulde Diallo. Demain, c'est lui que nous recevons. Nous allons parler du patrimoine historique de la Guinée. C'est avec le doyen Amadou Djoulde Diallo. Merci à la régie télévisuelle. Vous avez permis justement que tout ceci soit possible sur la télé d'espace. Et Lamine Guirassi, le plus illustre des diakankiers de Guinée. Allez, on te dit bonjour et on se retrouve demain même heure pour un autre numéro des Grandes Gueules.